Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace à nos aïeux, à nos enfants et petits-enfants. Exergue. La graine est son seul pourvoyeur de semences. Proverbe tétéla. Introduction. L'Afrique se propose de lutter de façon efficace pour la réduction de la pauvreté. La pauvreté en Afrique est certainement matérielle, mais elle est aussi spirituelle. Autant elle est dépourvue des moyens de vivre à la mesure de sa population, autant elle semble manquer de ressorts spirituels capables de lui permettre d'assumer de façon responsable son destin. La réduction de la pauvreté matérielle passe par la réduction de la pauvreté spirituelle. Et cette dernière passe par la redécouverte des richesses de l'esprit, et de la manière dont ces richesses ont aidé dans le passé et peuvent encore aider dans le présent à prendre en charge le devenir de l'Afrique. Comme aime à le répéter l'historien Kizerbo, l'histoire est condition du développement. Et la renaissance africaine chère à Thabo Mbeki et à beaucoup d'autres Africains, ne pourra s'amorcer sans fondement historique, culturel et spirituel en Afrique même. Nous voudrions instaurer et explorer un de ces fondements essentiels, l'histoire des idées dans l'Afrique traditionnelle. Depuis la négation de l'histoire et de la pensée en Afrique du fait d'une soi-disant absence d'écriture, il n'a pas été facile de parler de l'histoire dans le cas de l'Afrique traditionnelle. Les choses semblent cependant évoluer. L'histoire de l'Afrique ancienne a conquis son droit à l'existence, façonne et ajuste ses méthodes et techniques de recherche. Bien mieux, elle fait progresser les sciences de l'histoire en instituant des théories et des méthodes prenant en compte les documents qui encore récemment se trouvaient en dehors du traitement historique. Il s'agit des traditions orales. Pourtant, si l'histoire africaine en général a déjà fait du chemin, surtout dans ses aspects politiques, creusant une certaine profondeur qui remonte très loin dans le passé, l'histoire particulière des idées de l'Afrique traditionnelle n'est pratiquement encore nulle part. Toute tentative, à ce niveau, demeure encore tributaire des théories ethnologiques et ne tire pas suffisamment profit des traditions orales ainsi que des données des sciences auxiliaires qui les élaborent et les soutiennent. Le philosophe africain semble beaucoup plus intéressé aux systématiques que lui offrent l'ethnologie, la sociologie et la linguistique qu'aux recherches ardues, souvent ingrates, d'historiens. Et l'historien, lui, dépassant difficilement la situation de l'écrit dans son traitement des documents oraux, s'ouvre à peine à la dimension spirituelle, institutionnalisée ou non, des Africains. L'histoire des idées traditionnelles est aujourd'hui le parent pauvre aussi bien de l'histoire que de la philosophie africaine. Par histoire des idées, il faudrait entendre l'histoire de la philosophie. Mais il ne faudrait pas réduire le sens du mot philosophie à ce qu'il signifie dans la tradition européenne. L'on ne devrait rien présager de sa signification dans le contexte de l'Afrique traditionnelle. La notion de philosophie pourrait bien comprendre aussi bien les idées philosophiques, esthétiques, religieuses que politiques ou juridiques, pourvu qu'elles aient été pensées à un certain niveau de profondeur. Pratiquement, il est donc question de faire exister une nouvelle discipline scientifique, comprenant deux axes principaux de recherche, l'axe théorico-méthodologique et l'application concrète. L'axe théorico-méthodologique. L'histoire des idées doit se démarquer de l'ethnologie, de l'ethnophilosophie, de la sociologie de la connaissance. Elle doit se définir à l'intérieur de l'histoire, à côté de l'histoire des littératures, des arts, des religions, des mentalités et tirant profit des acquis méthodologiques de l'histoire orale, de l'histoire immédiate. L'axe de l'application concrète. Le voisinage des idées philosophiques avec la science et la technique ou ce qu'on appelle les savoirs endogènes est indéniable en Afrique. Et les idées, les philosophies ont aussi partie liée avec la religion, la politique, le droit et les arts. Il est certain par exemple que l'avènement d'une nouvelle pratique religieuse devait ici comme ailleurs, provoquer une réflexion fondamentale, capable d'assumer toute la révolution en cours. Les chercheurs doivent suivre de près les recherches à perspective historique sur ces différents domaines et tenter d'appréhender les lieux de l'expression philosophique. À ce niveau, les littératures et les arts possèdent un statut particulier. La philosophie participe généralement avec eux au jeu des formes et des contenus dans l'économie spirituelle d'une tradition. Les idées ne font pas seules l'histoire. Elles entretiennent un rapport étroit avec la vie globale des peuples et des hommes.
Les idées portent les traces des luttes sociales et politiques et en font partie prenante. On a lu les textes des traditions africaines souvent comme un seul livre. Il est peut-être question de partir des affirmations contradictoires pour donner aux idées soit une profondeur historique, soit une appartenance d'école ou de courant ou même une appartenance d'individu. Le cercle des faits et des idées constitue un instrument de restauration et d'authentification aussi bien des idées que des faits. Enfin, on n'a pas encore accompli l'histoire des idées aussi longtemps qu'on n'a pas traduit le sens du texte ainsi restauré, que l'on n'a pas examiné l'ordre interne d'argumentation. Le point de départ, c'est l'affirmation selon laquelle l'Afrique n'a ni histoire, ni pensée, ni art, ni religion, ni politique, etc. De nombreuses publications ont déjà montré l'existence de l'art, de la religion, de la culture, de la politique, bref de la civilisation en Afrique, Bauman, Westermann, Frobenius, etc. Quant à l'histoire, son existence est attestée grâce à la reconnaissance des traditions orales en tant que source de la dite histoire. Givancina, de la tradition orale. Essai de méthode historique, Tervuren, MRAC 1961. Deleya, édition La tradition orale. Problématique et méthodologie des sources de l'histoire africaine, Niamey, 1972. L'affirmation de la pensée en Afrique traditionnelle a été le fait des travaux dits ethnophilosophiques dont les plus connus sont P. Temples, La philosophie bantoue Elisabethville 1945, Paris, 3e édition, Présence africaine 1965, Akagame, A. La philosophie bantoue rwandaise de l'être, Bruxelles, ARSC 1956 et la philosophie bantoue comparée, Paris, Présence africaine 1976. On reproche à la pensée ici présentée d'être implicite, unanime et inconsciente et par là, incapable d'avoir assumé le destin des Africains, d'être une vision du monde religieuse plutôt qu'une pensée critique. Les critiques les plus sévères proviennent de P.J. Untonji sur la philosophie africaine, Paris Maspero, 1976 et M. Towa, Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle, Yaoundé, Clé, 1971. La sociologie de la connaissance a battu en brèche l'unanimité des visions du monde ethnophilosophique. Les visions du monde sont le fait des groupes sociaux qui généralement s'opposent. Les visions du monde sont diverses et souvent contradictoires. Jegurvitch, Les cadres sociaux de la connaissance, Paris PUF 1966. L'évolution interne fait passer la pensée ethnophilosophique de l'implicite à l'explicite. On voudrait lire cette pensée dans les mythes, les légendes, les contes, surtout les proverbes contrairement à Temples et à Kagame qui partaient soit de simples coutumes, soit des catégories de langue. Mujinja, L'homme dans l'univers des Bantous, Kinshasa, PUS 1984, Nuc. Yeki, en essai en African Philosophical Thought. The Akan Conceptual Shem, Cambridge, Cambridge University Press, 1987. L'inconscient de la pensée ethnophilosophique réside dans l'ethnologie. Les reconstructions ethnophilosophiques portent les limites idéologiques de l'ethnologie. On ne peut donc pas envisager son dépassement dans le sens de l'histoire des idées, sans une critique sévère de la dite ethnologie. En se définissant comme science des peuples sans histoire, l'ethnologie tue dans l'œuf l'histoire des peuples, leur conscience de l'histoire et leur pensée consciente. Elle ne peut se dépasser que par une requalification de l'objet, une réorientation méthodologique et une véritable révolution dans le chef du chercheur. Voir à ce sujet, R. Jolin, La paix blanche, Paris dit 18e 1970, Jean de Soie, Jean de l'Autre, Paris dit 18e 1973, J. Copan, Critique et politique de l'anthropologie, Paris Maspero 1974 et Anthropologie et impérialisme, Paris Maspero 1975, J.G. Jorgensen, On Ethics of Anthropology, Current Anthropology, 12,3, traduction française in Copan 1975. L'expression africaine de cette critique, nous la trouvons chez V.Y. Mudimbe, L'autre face du royaume. Une introduction à la critique des langages en folie, Lausanne, L'âge d'homme, 1973, The Invention of Africa. Gnosis, Philosophy and the Order of Knowledge, Bloomington et Indianapolis, Indiana University Press, 1988. The Idea of Africa, Bloomington et Indianapolis, Indiana University Press, 1994. C'est sur fond de cette critique de l'ethnologie que va surgir l'histoire immédiate,
qui met en exergue le fait que les peuples étudiés sont eux-mêmes agents et conscients de leur histoire et de leur destin et le fait qu'il faille une révolution épistémologique accompagnée de la participation du chercheur comme sujet et objet de la recherche. B. Verhagen, Introduction à l'histoire immédiate, Duculot, Jean Blou 1974. Vont également surgir l'histoire de vie, récit de vie et mémoire. Vers une anthropologie historique du souvenir, Montréal-Paris, Safi Larmatan, 1987, S. Dire de B. Giusivicki, et l'histoire des mentalités, R. Mandrou, Histoire des mentalités, dans Encyclopædia Universalis, Corpus 9, 1988, page 366. Toutes ces nouvelles disciplines prennent en compte les sources orales. L'étude des savoirs endogènes ouvre un pan important de la dimension spirituelle et intellectuelle de l'Afrique traditionnelle. Les savoirs des anthropologues, Paris, Hermann, 1982, P. Untonji, édition, Les savoirs endogènes. Piste pour une recherche, Paris, Cartala, 1994. Question des savoirs, Notre librairie, Revue des littératures du Sud, numéro 144, avril-juin 2001. L'histoire des idées n'est que le point d'achèvement de tous ces efforts, en même temps qu'elle constitue une discipline spécifique ayant pour objet le théorique dans nos sociétés dites traditionnelles. La discipline a été proposée entre autres par Okolo Okonda, dans son ouvrage Pour une philosophie de la culture et du développement, Kinshasa, PUS, 1986. L'histoire des idées de l'Afrique traditionnelle veut contribuer à mettre en lumière dans le cadre de l'oralité le passé théorique et philosophique de l'Afrique, comme l'ont fait dans le cadre de l'écriture Cheikh Anta Diop, Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique, 2e édition, Paris, Présence africaine, 1993, Théo Benga, La philosophie africaine de l'époque pharaonique, Paris, L'. Harmattan, 1990, et C. Sumner, Aux sources éthiopiennes de la philosophie africaine. La philosophie de l'homme, Kinshasa, FTC, 1988. Cette nouvelle discipline que nous proposons poursuit certains objectifs. À long terme, elle pense contribuer à la revalorisation du passé spirituel et intellectuel de l'Afrique, élaborer une histoire de la pensée de l'Afrique traditionnelle, participer à l'effort du développement en aidant l'Africain à découvrir la façon dont il a maîtrisé son destin dans le passé. Pour y arriver, il nous faudra éprouver les méthodes proposées en les appliquant sur quelques thèmes relatifs à la pensée politique, sociale, esthétique, religieuse, etc., dans telle ou telle tribu de la République démocratique du Congo. Le présent ouvrage voudrait présenter les principes, les démarches et une application de cette discipline à la fois ancienne et dans le contexte de l'Afrique traditionnelle, inédite. Après avoir décrit comment elle a émergé et s'est confirmée peu à peu dans nos esprits, nous en faisons un exposé doctrinal en l'inscrivant dans le contexte théorique du dépassement de l'ethnophilosophie, en faisant voir son intérêt et ses présupposés de base et finalement en la définissant, en tant qu'histoire des idées, comme histoire de la philosophie et comme lecture de textes oraux. Ces considérations seront suivies d'une recherche méthodologique. Ici l'histoire des idées fera un chemin ensemble avec les disciplines apparentées et s'en démarquera. Histoire orale, ethnométhodologie, histoire immédiate, histoire des mentalités, analyse archéologique. Le dernier chapitre tente une application, une histoire des philosophies du pouvoir chez les Tétélas de la République démocratique du Congo. Avant de clore cette introduction, nous voudrions souligner le fait que la théorie et la méthodologie en présence, nées du cadre spécifique de l'Afrique, demeurent valables dans le contexte global de l'oralité. Partout où il est question de l'oralité, on est en droit de mettre en œuvre et d'appliquer la théorie et la méthodologie de l'histoire des idées. Posons-nous quelques questions de terminologie. Pouvons-nous parler d'une civilisation, d'une culture de l'écrit en face d'une civilisation, d'une culture de l'oral ? Il nous est difficile d'affirmer que tel ou tel peuple n'utilise pas de graphie ou d'écriture. Et les peuples où l'écriture est attestée ne font pas qu'écrire. De tout temps et partout, il y a interférence entre l'oral et l'écrit et il y a même prédominance de l'oral sur l'écrit. Peut-être pouvons-nous parler de civilisation ou de culture de l'écrit, lorsqu'un texte écrit régit cette société. Comme la Bible chez les Juifs, le Coran chez les peuples musulmans, ou les textes des lois ou des constitutions chez les Grecs et les Romains ou auprès des nations modernes aujourd'hui. Mais ne croyons pas que, comme aujourd'hui, savoir lire et écrire était un fait populaire.
Au contraire, l'écriture n'appartenait qu'à un petit groupe, des chefs, des prêtres et des commerçants. De sorte que l'impact réel de l'écriture sur les civilisations et les cultures est relatif. Parler de tradition orale ou de tradition écrite nous paraît légitime. Orale et écrite veulent marquer le support par lequel les données spirituelles sont transmises de génération en génération. En revanche, les expressions de peuples de traditions orales ou peuples de traditions écrites nous paraissent traduire un raccourci qui dénote d'une paresse au plan des investigations. Ici on ignore les supports graphiques d'une tradition, là on croit que les écrits suffisent pour ne point se pencher sur les traditions orales encore vivantes et riches. Pour nous, l'oralité comme l'écriture ne définissent pas les peuples mais des situations qui réunissent à la fois les faits de culture créés oralement ou par écrit, et les modalités particulières de transmission. Ces situations peuvent alterner ou momentanément se prévaloir sans s'exclure. La tradition comme la transmission est au cœur de l'oralité et de l'écriture. Nous tenons à dire merci à toute l'équipe de travail et de recherche qui continue à nous accompagner dans l'élaboration théorique, méthodologique et pratique de la nouvelle discipline, et à tous les membres de l'unité de recherche en herméneutique et en histoire des idées de l'Université de Kinshasa. Nous citons de façon particulière les professeurs Nicolas Jomo, Monseigneur, Jean Onaocho, Alexandre Mebandi et Mabiala Mantouba. Chapitre 1er, Genèse d'une discipline. Le lecteur de Pour une philosophie de la culture et du développement constate, dès l'introduction, que dans la quête d'une culture et du développement qui doivent se féconder, le problème est justement de la philosophie qui les prend tous deux en charge. Tout en affirmant son universalité et sa rationalité, le véritable être de la philosophie ne se définit qu'au sein d'une tradition, au sein du jeu particulier entre les formes et les contenus de cette tradition. Ici, la philosophie est fondamentalement une histoire et non un système de pensée unanime et impersonnel. Elle exprime la dialectique et la polémique constitutives d'une société donnée. L'on voit qu'elle est fondamentalement herméneutique et participe du vécu pratique. On se demande si l'ouvrage a pu épuiser le programme de recherche ainsi tracé. Beaucoup de concepts ne seraient ici qu'entrevus. Mais il est clair qu'il y est affirmé que la philosophie, dans le contexte africain hier et aujourd'hui, ne peut s'authentifier que comme histoire. De quelle histoire s'agit-il ? Certes de l'histoire de la philosophie. Mais comment concevoir celle-ci dans le passé africain ? Le premier chapitre du livre tente d'arbitrer le débat entre deux philosophes africains, Enyo Mwel et F. Nkombe Oleko autour du rapport entre le proverbe et la philosophie. Pour Enyo Mwel, le proverbe n'a rien à voir ni avec la philosophie, ni avec la science. Il relève de la littérature populaire. Pour Nkombe Oleko, le proverbe donne à penser. Mais lorsqu'on voudrait bien penser à partir du proverbe, dans la ligne de Nkombe Oleko, on invente une nouvelle pensée selon l'herméneutique philosophique en aval du proverbe. Et si l'on pense à partir du proverbe, selon Enyo Mwel, il est question d'une pensée à découvrir. Ainsi penser à partir du proverbe, en amont du proverbe, c'est le travail d'une science de l'histoire appliquée aux idées. La voie de recherche ouverte à nos investigations est principalement scientifique et historique, pour une quête des idées conscientes en lutte dans nos formations sociales traditionnelles et dont les proverbes portent les marques. Peut-on concilier la voie scientifique et la voie herméneutique autour du proverbe et des faits de culture africains ? La question demeure. Mais l'histoire des idées de l'Afrique traditionnelle émerge sans qu'elle ne détermine encore ni sa nécessité, ni sa possibilité, encore moins son effectivité. Le chapitre suivant trace un meilleur contour et projette des avancées épistémologiques ouvrant à une nouvelle discipline scientifique. Il est question de l'éternelle question de l'existence d'une philosophie en Afrique ancienne et traditionnelle, et de toute la problématique surgie de la philosophie bantoue de Temples et des travaux similaires réunis sous le vocable d'ethnophilosophie. L'auteur se propose d'en dégager 3 voies essentielles du dépassement de l'ethnophilosophie dans lesquelles se trouve impliqué le problème de la tradition à découvrir et à inventer, tradition d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Voie scientifique. L'ethnophilosophie nous renvoie à l'ethnologie, de l'ethnologie à la sociologie de la connaissance et de la sociologie à l'histoire des idées. Voie philosophique. Qu'est-ce qu'une philosophie à l'intérieur d'une tradition ? Voie idéologique.
Quel discours pour un monde aspirant à un développement intégral? C'est le lieu de découvrir l'intention ethnophilosophique et de marquer notre dette à l'endroit de Temples et de ceux qui l'ont suivi. Partant de l'observation des comportements, des us et coutumes, Temples découvre auprès des Bantous de l'Afrique une philosophie, une ontologie qui explique tout. L'univers des Bantous est hiérarchisé, une force vitale est constitutive de tout être. Celle-ci est susceptible d'augmenter et de diminuer. D'où une éthique consécutive à cette ontologie. Le bien va dans le sens de l'augmentation de la force et le mal dans le sens de la diminution. L'abbé Alexis Kagame apprécie l'immense travail de Temples, mais reproche à ce dernier d'être parti du contingent culturel pour affirmer l'immuable philosophique. Il préfère emprunter le chemin de la linguistique, plus stable et donc capable de loger une philosophia perennis. La force n'est pas l'être, l'être c'est le NTU, concept obtenu après l'abstraction des 4 catégories d'être. Humu NTU, homme, être doué d'intelligence, Iki NTU, chose, être privé d'intelligence, A NTU, lieu, temps Uku NTU, modalité. Temples et Kagame se sont abstenus de chercher la philosophie dans le discours des Bantous, qui pour Temples sont ignorants de leur philosophie, et pour Kagame trop liés à la contingence culturelle pour exprimer pleinement la philosophie éternelle. Edmond Mujinha et le révérend père Lufuluabo franchiront le pas. Non seulement ils affirment la pertinence des recherches de Temples et de Kagame, ils font également recours à la littérature institutionnalisée des Bantous pour étayer leurs conclusions. Le discours explicite et conscient des Bantous vient apporter sa caution à cette pensée. On aurait cru que l'intention ethnophilosophique était accomplie. Au-delà de la reconstitution d'une philosophie bantoue, impliquée dans le comportement des Bantous, se donne à lire, au travers des textes bien déterminés, cette philosophie. En fait, le chemin n'est que tracé, la route simplement balisée aussi longtemps qu'on n'a pas déterminé le caractère philosophique des textes qu'on amène et leur profondeur historique, ainsi que la distance qui sépare la pensée du chercheur avec l'autre de sa pensée. Neugebauer évoque à ce propos un débat qui a opposé autour de la philosophie à Cannes les philosophes africains de langue anglaise Kagieki, Eogwa et Kawayerdu. Tous sont partis des proverbes d'une tribu du Ghana dénommée Akan et sont arrivés à des conclusions divergentes. Pour Gieki, les Akans sont empiristes et n'ont comme préoccupation que l'observation des faits et non leur théorisation. Pour Ogwa, les Akans sont anarchistes et frondeurs dans leurs proverbes. Et pour Wayerdu, les Akans ont une philosophie de type platonicien, elle est idéaliste. On peut voir l'impact des chercheurs dans les conclusions auxquelles ils arrivent, non seulement leur point de vue, leur type d'interrogation mais aussi leur philosophie à la base de l'orientation globale de la recherche. Comment les départager, et peut-être donner les raisons de chaque option? Sinon en interrogeant la nature philosophique ou pas des textes étudiés, en leur donnant une profondeur historique et surtout en ne les lisant pas comme un seul livre. Il faudrait probablement une révolution méthodologique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.